Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Grégoire Baudin. Je suis investisseur, on va dire à mi-temps, et l'autre mi-temps, je suis gérant d'une société de gestion de fortune. Donc, 20 ans d'expérience dans la banque et maintenant 4, 5 ans d'expérience dans les investissements dans des startups. Et le but de la présentation, bah, c'est que je vous explique ce que j'ai fait, comment j'ai essayé d'éviter les écueils qui sont assez fréquents dans l'investissement. Et ensuite, bah, je pense que c'est bien si on peut échanger ensemble et discuter de ceci. Euh, Pourquoi il y a le nom NP Consulting à gauche? Parce qu'en fait, c'est la société que j'utilise c'est ma société d'investissement en fait, et, euh, et c'est elle qui fait la plupart de mes investissements dans des jeunes pousses en Suisse, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc je suis pratiquement sur tous les continents avec 19 pays et une cinquantaine de startups à ce jour. Donc, qui sommes-nous? Ben, une boutique d'investissement dans les jeunes pousses. On fait de la série du seed à la série B. Je vous expliquerai ce que c'est dans quelques minutes. Je ne vais pas réexpliquer toutes les bases, mais peut-être certains termes, c'est utile de bien les réexpliquer. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelles sont les expériences passées? À quoi faire attention avant d'investir? Ça me paraît aussi essentiel. Je crois que c'était même une demande d'un des participants. Et puis, une autre demande d'un des participants, c'est après l'investissement, à quoi on sert? On n'est pas juste là pour donner de l'argent, enfin donner, investir, on se comprend, mais aussi aider les sociétés à croître. La partie exit, puisque j'ai vu j'ai aussi entendu quelqu'un qui demandait d'avoir plus d'informations là-dessus. Je ne l'ai pas mis dans ma présentation ici, mais on pourra en discuter également à la fin, bien volontiers. Donc, NP Consulting a été créé il y a une dizaine d'années maintenant. Je l'ai créé en fait pour investir dans un hôtel en Birmanie. Donc déjà quelque chose d'assez exotique pour un Suisse. Mais voilà, c'était le but de la création de cette société. L'hôtel a bien marché, on a pu le revendre. Malheureusement, j'ai fait un deuxième investissement dans un hôtel en Birmanie. Et ensuite, il y a eu un coup d'État, il y a eu le Corona, il y a eu pas mal de choses. Donc, le deuxième investissement est malheureusement moins bon. À partir de 2018, là, j'ai commencé à investir dans des startups. J'ai rejoint le Business Angel Switzerland, donc votre homologue suisse, si je puis dire, avec l'impulsion de Caroline, sous l'impulsion de Caroline, qui était la directrice à ce moment-là. Et nous avons partagé quelques investissements ensemble. J'ai appris entre 2018 et 2019. J'ai fait quelques investissements et je suis, on va dire, semi-professionnel depuis 2022, 21-22. C'est-à-dire que là, la cadence des investissements a augmenté et on va dire, ma, ma- ouais, mon professionnalisme a augmenté suite à l'expérience que j'ai pu acquérir avec les investissements passés. Jusqu'à ce jour, plus de 50 startups. Je crois que je suis à 53 ou 54. Le nombre n'est pas très important, mais ce qui est important, c'est d'essayer de tirer des lignes directrices de ces investissements et le nombre, finalement, joue un rôle, évidemment, en termes d'expérience acquise, mais ce qui est plus important, c'est de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. À ce jour, déjà, j'allais dire 4 faillites. Et je veux juste, déjà en préambule, vous dire que si vous investissez dans les startups, il faut commencer par être prêt à perdre de l'argent parce que peut-être que vous allez trouver la nouvelle Google ou le nouvel chat GBT dont on parle beaucoup en ce moment, mais la probabilité est quand même assez faible. Donc, il faut effectivement se préparer à ce que la majorité, pas toutes, mais en tout cas une majorité de vos investissements fassent faillite.
ou en tout cas ne marche pas comme vous l'avez souhaité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, la, euh, la chance d'avoir un Google est faible. Par contre, c'est pas impossible si on a effectivement un portefeuille de plus d'une ou deux sociétés, évidemment. Peut-être qu'il y en a une ou deux qui se développent bien jusqu'à peut-être la licorne. La licorne, c'est la société qui vaut 1 milliard de dollars. Quand on parle de valorisation, et là j'aimerais être très clair, ce sont des valorisations sur le papier. Vous n'avez pas gagné d'argent tant que vous n'avez pas vendu vos actions dans la société. Donc même si un jour vous êtes chanceux ou avez le nez creux et avez investi dans une société qui devient une licorne, vous ne pourrez crier victoire que quand la société sera rachetée ou quand on appelle un exit. Quand j'ai mis en dessous 2 à 10% des actions, c'est le pourcentage que NP investit dans les sociétés intéressantes pour nous, pour moi. Euh, 2 à 10, pourquoi? Bah parce que ça dépend du moment auquel, bah du montant évidemment, mais aussi du moment auquel vous investissez. Plus vous investissez tôt, plus le risque est élevé et les potentiels retours importants. Et évidemment, si vous investissez tôt, même avec un montant un petit peu plus faible, vous pouvez avoir jusqu'à 10% des actions. C'est rare d'avoir plus parce que, vous le savez peut-être, les fondateurs des sociétés, quand ils font des levées de fonds, quand ils mettent des actions sur le marché, veulent pas trop être dilués. Et donc, c'est rare d'obtenir plus que 10% des actions, même dans les tours, euh, les premiers tours d'investissement. Puisque je parle de tours d'investissement, vous avez, on va dire, généralement 3 à 4, voire 5 tours d'investissement dans une startup. Tout au début, la startup est fondée par quelqu'un, une. Moi, je ne suis pas très fan des un fondateur, j'en parlerai un petit peu plus tard. Deux, voire trois fondateurs se mettent ensemble, ont une idée et se disent on va créer une société. Ensuite, bah, la société a plus qu'une idée, elle a peut-être un projet, elle a peut-être un développement à faire, elle a besoin d'un petit peu d'argent, elle va demander cet argent chez ses amis, euh, chez peut-être de la famille ou certains fous qui sont prêts à mettre de l'argent. Et c'est ce qu'on appelle les 3 F, Friends, Fools and Family. Je suis désolé d'employer des termes anglo-saxons, mais c'est vrai que dans ce métier, ils sont omniprésents. Donc les fous, les amis et la famille sont souvent les premiers investisseurs. Ensuite, la société se développe, elle a besoin de locaux, elle a besoin peut-être de se développer dans une autre région du pays, et donc elle va rechercher un premier tour de financement qui s'appelle généralement le tour seed. C'est le tour de la graine, c'est le tour où la pousse est vraiment jeune, mais elle est en train de chercher un petit peu d'argent. Et c'est là souvent que les business angels, et c'est pour ça que j'en parle, c'est là où les business angels comme vous, comme moi, vont investir. C'est dans ce tour-là, ça veut dire c'est le premier tour d'investissement, on va dire, grand public. Avant, c'est plutôt la famille, comme je disais, ou les amis. Donc, à ce moment-là, la société vient faire un pitch, ça veut dire vient faire une présentation devant vous, par exemple, devant une de vos séances du Gain, et bah, peut-être un, deux, trois, quatre membres vont s'intéresser à la société, vont faire ce qu'on appelle une due diligence, ça veut dire vont étudier la société, j'en parlerai un petit peu plus en détail après, et vont décider d'investir. Et c'est à ce tour-là où vous pouvez obtenir peut-être 4, 5, jusqu'à 10% de la société en fonction des montants évidemment que vous allez mettre dedans. Ensuite, la société continue à se développer. Elle fait ce qu'on appelle une série A. Une série A, c'est quand elle a déjà, en tout cas, ça se fait comme ça en Europe, aux États-Unis, 1 million de revenus, 1 million de dollars ou l'équivalent d'1 million de dollars de revenus annuels. Et cette série A est une série où peut-être des anges, des business angels un petit peu plus expérimentés ou un petit peu plus fortunés vont participer, voire les premiers VC. VC, c'est les aventuriers du capital, les venture capitalistes, et c'est des gens qui sont prêts à prendre des risques également, mais avec des montants un petit peu plus importants.
Et ensuite, à la série B, ça veut dire quand la boîte a vraiment une importance plus grande et veut se développer, par exemple, à l'international. Là, les premiers fonds d'investissement vont mettre des tickets peut-être de l'ordre de 10 millions ou 20 millions de dollars sur une boîte qui en vaudra 100 ou 150 millions. Donc, généralement, en seed, on parle d'une valorisation à entre 2 et 5 millions. Aux États-Unis, c'est plutôt entre 5 et 15. Ensuite, la série A, c'est entre 7 et 20 millions. Encore une fois, aux États-Unis, vous multipliez ça par 2 ou 3. Et la série B, ça peut être aux alentours de 50 à 100 millions. Chaque région, chaque moment, à un moment donné, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Les valorisations ont beaucoup baissé l'année passée suite à la crise ou aux crises multiples auxquelles on a fait face. Que faisons-nous? Donc, je répète, l'investissement, c'est de la seed à la série B. Ça, c'est ce que moi, je fais au niveau de notre société. On s'en fiche quel est le type de société. C'est pour ça que je l'ai mis, je suis agnostique. Ça veut dire que pour moi, elle peut être dans n'importe quelle région du monde. Ça peut être en Afrique. J'ai investi dans 4 sociétés maintenant en Afrique. Ça peut être en Asie. Ça peut être effectivement en Suisse, qui est ma région de domicile. Mais ce qui m'importe, c'est ce qui est marqué sur cette diapositive, c'est la scalabilité. C'est un terme affreux que j'ai traduit qui veut dire est-ce que la société peut croître? Quel est son potentiel de croître, même au niveau régional, voire au niveau mondial, avec le produit, le service, le logiciel qu'elle est en train de créer. Donc, quelle est cette possibilité de devenir une grosse société? Si pour moi, à mon avis, je n'ai pas la science infuse, hein, si à mon avis la société peut devenir une grosse société, ça m'intéresse. Si la société va produire, je dis une bêtise, des croissants, mais veut produire que des croissants dans une région spécifique du monde ou même dans une seule ville, ça ne va pas m'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est la possibilité de cette société de grandir. Est-ce qu'elle va y arriver ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, est-ce que le produit peut ou pourrait être vendu éventuellement partout sur la planète? Le deuxième point, et c'est presque plus important, enfin, pour moi, c'est le plus important, c'est l'équipe. Ça veut dire une société devrait, à mon sens, être créée, avoir plusieurs fondateurs, pas seulement un seul fondateur, une équipe solide qui se complète. Ça veut dire il pourrait y avoir quelqu'un qui est un inventeur génial, quelqu'un qui pourrait être on va dire un bon vendeur, et puis quelqu'un qui pourrait être un bon financier. Ça, ce serait quelque chose d'idéal au sein d'une équipe. Ce n'est pas un gage de succès, mais d'avoir des profils qui se complètent est, à mon avis, très important. Deuxième point important sur l'équipe, ils doivent bien s'entendre. Et évidemment, ça peut paraître bête, mais souvent, enfin, beaucoup d'entreprises ont failli, ont eu des problèmes parce que les gens ne s'entendaient plus ou tout bêtement, c'est mari et femme qui créent la société. Et puis au bout d'un moment, ben, ils ne s'entendent plus et ils se divorcent. Et puis ben, vous imaginez bien que leur bébé, si vous me passez l'expression, va en souffrir. Donc attention à l'équipe. Il faut, à mon avis, faire une, une enquête approfondie sur l'équipe et à minima rencontrer l'équipe. J'en parlerai tout à l'heure. Et puis le troisième point, ça c'est ma petite marque de fabrique. Je suis un fanatique de la marge. Ça veut dire pour moi la marge brute. Est-ce que le produit peut se vendre avec une marge importante? Si la réponse est non, ça veut dire qu'on va gagner de l'argent peut-être dans 5 ans quand on fera un volume fantastique. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le produit aujourd'hui a une marge? Est-ce que le produit qui coûte peut-être 20 francs, 20 euros, 20 dollars à produire, est-ce que la société arrive à le vendre 30, 40 ou 50 dollars? Et si la réponse est non, s'il n'y a pas de marge aujourd'hui, mais il y en aura demain, je n'investis pas. Pour moi, la marge est un point essentiel car évidemment, un développement d'une entreprise nécessite des coûts très importants. Et si à chaque unité vendue, la société perd plus d'argent, je pense que la faillite est inéluctable à long terme.
Le type de tour d'investissement, là aussi, je suis agnostique, nous sommes agnostiques. Ça veut dire que, euh, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, selon le produit, selon l'idée, selon l'opportunité qui arrive sur ma table, bah, c'est peut-être une fois un seed stage, ça veut dire la première levée de fonds, et ça peut m'intéresser, nous intéresser. Et là, il y aurait un gros pari, évidemment, sur l'avenir. Je reviens juste 2 secondes sur ce qui s'est passé en 2022. En 2022, vous avez eu allez, fin 2021, une euphorie sur le marché du private equity. Tout ce qui était investissement dans des sociétés non cotées, dans des startups, atteignait des montants gigantesques. Il y avait vraiment une euphorie et les multiples devenaient complètement fous. Quand je dis multiples, ça veut dire la valorisation des sociétés lors d'un tour de financement avait atteint des sommets. Janvier 2022, tout va bien. Février 2022, invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, le monde, en tout cas le monde du non-coté, a subi une douche froide extrêmement forte. Ensuite, ça c'était la première chose, donc une incertitude suite à cette guerre. Et la deuxième incertitude, qui était plus une incertitude financière, les taux d'intérêt ont commencé à monter. Et les taux d'intérêt, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour notre métier d'investisseur, parce que quand vous avez, par exemple, aux États-Unis, des taux d'intérêt à 5% par année sans risque, ce qui est à peu près le cas actuellement, pourquoi prendre un risque énorme d'investir dans une startup pour peut-être espérer gagner 10 ou 15% par année? Donc, beaucoup de gens se sont dit, on va du coup acheter des obligations ou faire des investissements à court terme plutôt que d'investir dans des startups où peut-être qu'on va gagner beaucoup d'argent, mais avec un risque, bien entendu, beaucoup plus élevé. Quand les taux d'intérêt étaient à 1 ou 2% aux États-Unis, ce qu'ils étaient il y a encore une année en arrière, un peu plus d'une année en arrière maintenant, eh bien, le coût d'opportunité d'investir dans des startups était moindre. Donc, tout ça fait qu'il y a eu plusieurs douches froides pendant l'année. Il y a eu évidemment de nouveau la Chine qui était fermée. Ensuite, bon, elle s'est rouverte en fin d'année, mais enfin, beaucoup d'incertitudes sur ce monde du private equity. Et pourquoi je vous parle de tout ceci? Ce qui a le mieux marché ou ce qui a le moins baissé l'année passée, c'était les tours tôt, les tours jeunes. Ça veut dire soit du seed, soit du série A. Pourquoi? Parce que il y a quand même beaucoup de liquidités sur la planète et beaucoup de gens se sont dit, beaucoup d'investisseurs se sont dit, ah, les valorisations des séries B, C, les séries les plus tardives étaient trop élevées, donc on va se rabattre sur des séries un petit peu plus jeunes, ça veut dire seed ou A, où en l'occurrence, la pression sur les valorisations était un petit peu plus faible. Donc ça, c'est ce qu'on a remarqué en 2022. En 2023, c'est-à-dire maintenant, le- 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 l'hiver technologique, c'est-à-dire la chute des investissements dans tout ce qui est le private equity, a l'air de se calmer un petit peu. Il est trop tôt pour crier victoire, mais quelques signes de printemps de la technologie se font apparaître. Les marchés sont quand même en hausse depuis le début de l'année, les marchés boursiers, ce qui est une bonne nouvelle pour notre métier d'investisseur. Mais rien n'est gagné. Euh, Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, c'est en majorité des investissements dans les tout premiers tours de financement parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la société qui est jeune. J'ai mis cette phrase un peu débile, no risk, no fun, mais c'est vrai que c'est là que les risques sont les plus élevés, mais c'est là aussi que les possibilités de rentabilité sont les plus élevées également. Les expériences, je crois que vous voulez aussi écouter un petit peu l'expérience, c'est pas seulement de la théorie. Euh, donc, dans les échecs, et là, je parle d'échecs récents de sociétés. J'ai juste noté les noms parce que c'est plus pour moi, pour m'en rappeler. C'est pas forcément des noms qui vont vous dire grand-chose. Ce sont des startups. Les deux premières sont deux startups, une américaine et une française. Et puis la deuxième, Mila, est une société suisse. C'est
ces trois startups ont eu un peu la même, on va dire, la même tendance. Les deux premières, et mes échecs sont à ce jour restreints, hein, j'ai eu quatre faillites, mais ces deux échecs-là ont eu la même on va dire, suite. Ça veut dire qu'il y a eu un tour de sauvetage. Qu'est-ce que c'est un tour de sauvetage? C'est une société qui arrive à un moment donné à court de liquidité et selon les législations en vigueur, ne peut pas se trouver dans une situation de surendettement. Donc, avant de passer en faillite, avant de déposer le bilan, la société se dit, je vais essayer de faire une dernière levée de fonds auprès de mes investisseurs actuels pour leur dire, écoutez, soit, en fait, c'est presque du chantage, mais c'est soit vous me donnez encore un petit peu d'argent, euh, ou je fais faillite et vous avez tout perdu. Donc, on se dit en tant qu'investisseur, ah, la société a quand même un bon produit. Dans le cas de Blue Fox, c'était des capteurs pour mesurer le nombre de personnes dans une pièce enfin, avec un intérêt suite au corona. Enfin, il y avait de l'intérêt. On ne devait pas être trop dans un certain volume. Donc, l'idée de la société était bonne. Simplement, il y avait un fondateur. Donc, voilà, voilà déjà un problème avec un ego surdimensionné et un brûlage de liquidité, ça veut dire vraiment une, une, une utilisation du cash qui était pas très bonne. Et à un moment donné, ben, la société s'est retrouvée en presque faillite et a demandé à ses investisseurs, est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, le corona va nous aider, au contraire, c'est une opportunité pour nous, c'est pas la fin du monde, etc. Et plusieurs investisseurs, dont moi, ont remis au pot, si vous voulez, ont remis un ticket pour, entre guillemets, les sauver. Et 3 mois après, la société avait brûlé tout son cash et malheureusement n'avait pas eu les contrats espérés. Adoro, le même système, c'est une société française. Tout miser sur un investisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société Mila, qui est une société suisse, là, je suis entré il n'y a pas très très longtemps dans la société et ils attendaient une série. C'était un moment donné où ils attendaient une série A. Ça veut dire que c'était un investissement entre le seed et la série A, ce qu'on appelle un bridge round. Ça veut dire un tour intermédiaire entre les deux. Et ils attendaient beaucoup d'un investisseur qui leur promettait d'investir, je ne sais plus le montant, mais de l'ordre de quelques millions de francs suisses pour assurer le développement de la société en Europe, en Allemagne en particulier. Et cet investisseur, au tout dernier moment, mais je dis vraiment au tout dernier moment, s'est retiré. Donc, pas d'autre solution. Impossible de trouver 5 millions auprès des investisseurs actuels et la société a dû déposer le bilan. C'est triste, ce genre on va dire, de fin est triste, mais ça arrive. Je suis encore en ce moment en train de discuter avec une autre société aussi suisse qui est en panne de liquidité et qui essaye d'être sauvée dans la situation actuelle, de trouver de l'argent. C'est assez compliqué. Quelques succès. Pour parler d'exit, il y avait une question sur l'exit. À ce jour, j'ai fait une exit où j'ai ni gagné ni perdu d'argent. Ça veut dire que mes actions ont été rachetées par un autre investisseur. Et Isabelle, qui est encore sur le call, sait de quelle société je parle. C'était aussi une société suisse. Et en l'occurrence, on est sorti à zéro, ce qui était un miracle en l'occurrence. Mais à ce jour, je n'ai pas eu d'exit. Par contre, je n'ai pas eu de sortie. Par contre, j'ai plusieurs sociétés qui ont fait où on est entré à un certain moment. Par exemple, ClearSpace, c'est aussi une société suisse qui est une société dont le but est de nettoyer les débris de l'espace. Je la fais très courte, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais le but, c'est d'aller essayer de récupérer des satellites qui sont en orbite et qui sont plus utilisés et de les faire revenir dans l'atmosphère terrestre où ils vont brûler. Et cette société-là, je suis entré assez au début.
On a eu des très gros problèmes de communication avec les dirigeants de la société. On n'était pas très, très contents. Il y a eu un moment donné, ils ont frôlé la faillite. Et maintenant, ils viennent de lever une grosse série A de l'ordre de 25 millions de francs à une valorisation de 50 millions de francs pré-money, ce qui veut dire une valorisation de la société après investissement aux alentours de 75 millions de francs, ce qui fait à peu près la même chose en euros. Donc, nous, on est entré à 5 millions, donc ça veut dire théoriquement une jolie culbute, euh, mais pratiquement, on n'a rien gagné encore aujourd'hui puisque les titres ne sont pas vendus. Buymed, ça c'est quelque chose de très intéressant et c'est aussi quelque chose dans le partage d'expérience. Euh, Pourquoi cette startup m'intéresse, ou c'est plus une startup maintenant, c'est une grosse PME. Euh, je, je vais expliquer un tout petit peu l'historique. C'est une boîte qu'un fonds dans lequel je suis investi a découvert quand la boîte valait 2 500 000 dollars. Ce fonds a investi à peu près 600 000 dollars dans la société. Ils avaient à peu près 24, je ne sais plus les chiffres exacts, un peu plus de 20% de la société Biomed. Biomed, c'est une société vietnamienne qui digitalise la distribution de médicaments au Vietnam. Bon, on peut s'imaginer que c'est quelque chose qui a déjà été fait. Eh ben, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, ça n'avait pas été fait. Les médicaments étaient commandés par fax, sur des bouts de papier, avec des risques d'erreur, avec des faux médicaments. La lecture était peut-être pas toujours. On sait que les médecins sont pas ont pas la plus belle des écritures, souvent, donc des risques d'erreur multiples. Et Biomed est arrivé en disant, bah voilà, nous, on va digitaliser ceci. Il n'y a plus rien qui se fait par fax. Tout se fait par informatique, par application, par commande numérique. Et on réduit les risques d'erreur et on réduit les faux, puisque nos médicaments sont évidemment des vrais médicaments et pas des copies ou pire, des faux médicaments. Donc, cette société s'est développée. Le fonds est entré en 2018. Mais c'est un fonds je vous ai dit, normalement, au tout début, c'est des investisseurs et anges comme vous et moi. Mais lui, sa spécialité, ce fonds, c'est d'investir tout au début, donc de faire de l'angel investing, donc de l'investissement très, très, très tôt, à la place des anges. Ensuite, un gros fonds américain à la deuxième seed, ça veut dire il y a eu un seed 1 et un seed 2. À la deuxième levée de fonds seed, un fonds américain qui s'appelle Sequoia, c'est un des plus gros fonds états-unien, a trouvé la société intéressante et a investi à une valorisation d'à peu près 10 millions de dollars. Là, j'ai eu la chance de pouvoir entrer avec cette levée de fonds, au moment de cette levée de fonds. Ensuite, il y a eu une pré-A, non, c'était une A, pardon, aux alentours de 60 millions, et ils viennent maintenant, enfin, ce sera annoncé ces prochains jours, mais ça a été signé, de clôturer une série B à une valorisation après investissement de 180 millions de dollars. Donc, pour le fonds, pour nos investisseurs, pour tout le monde, un joli multiple. C'est le plus joli multiple pour moi à ce jour. Mais encore une fois, je ne m'excite pas et je ne suis pas en train de boire du champagne en ce moment parce que rien n'est vendu. La valorisation est à 180 millions de dollars, mais rien n'est vendu. Je veux aussi mentionner que dans ce tour de financement, une grosse banque singapourienne investit et un fonds d'investissement lié au gouvernement américain. Donc, des gros investisseurs, des investisseurs de poids. Et ça aussi, c'est important quand on investit dans une startup. Évidemment que quand on est tout au début, ce n'est pas le gouvernement américain qui va investir, mais le fait que Sequoia, qui est un gros fonds, ait investi a certainement aidé pour que le gouvernement américain s'y intéresse. Donc, avoir des co-investisseurs de qualité, évidemment que c'est quelque chose de très, très important. Pour tout ça, le maître mot, c'est d'être patient. Quand vous achetez une action comme Apple, peut-être que dans une année, l'action va doubler. C'est possible, j'en sais rien.
Par contre, avec une startup, il faut vraiment être patient. Je ne pense pas que Caroline va me contredire avec ça. C'est très rare de gagner de l'argent avec une startup rapidement. C'est déjà bien si on en gagne, mais il faut être extrêmement patient. Et je l'ai mentionné ici. Ce qui aussi peut vous intéresser, c'est les similitudes entre les différentes sociétés. Mon portefeuille qui recouvre quand même pas mal de géographies différentes, pas mal de types de sociétés différentes, euh, il y a quelques similitudes. Qu'est-ce qui fait qu'une startup peut devenir, être un succès ou qu'est-ce qui fait qu'une startup peut malheureusement ou va malheureusement faire faillite? Alors, les échecs, justement, j'ai remarqué assez fréquemment que quand la société avait des problèmes, c'est qu'il y avait un fondateur ou une fondatrice. Et du coup, il y a un problème d'ego. Ça veut dire cette personne qui est la seule, le seul maître à bord ou la seule maître à bord, du coup, n'a pas quelqu'un qui peut le challenger. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire, ah non, là, tu fais une bêtise ou investis pas là-dedans. Donc, un problème d'ego et j'essaye aujourd'hui, après ces échecs avec un seul fondateur, d'éviter ceci. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont plusieurs fondateurs vont forcément réussir. Mais par contre, le risque qu'une société qui a un seul fondateur échoue est, à mon avis, plus grand. Un deuxième risque, c'est de vous faire on va dire, une jolie présentation. Quelqu'un peut être un très bon vendeur, va être très optimiste sur les ventes dans 3, 4, 5 ans, alors qu'on n'en a aucune idée, il faut être clair. Aucune société peut prédire à 5 ans quelle sera l'évolution de ses ventes. Et donc, souvent, les fondateurs sont optimistes sur leurs affaires. Donc, ça veut dire ou trop optimistes. Ça veut dire que pour moi, quand je reçois un plan d'investissement où on a les chiffres à 5 ans, je divise par 2, voire par 3 les chiffres d'affaires qu'on me note, parce que effectivement, mon expérience montre que c'est souvent le cas. Une société qui délivre ce qu'elle a promis, c'est très rare. Donc, souvent, enfin, si vous voyez des chiffres très, très optimistes, méfiance, méfiance. Le succès, enfin, quels sont les éléments où on peut avoir un plus grand succès? Bah, c'est souvent, non pas deux, mais trois fondateurs. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une sorte d'équilibre qui peut se faire avec trois personnes. Quand il y en a deux, bah, s'ils sont fâchés, bah, ils peuvent effectivement ne plus se parler. Quand il y en a trois, il y en a peut-être un qui est fâché, mais les deux autres vont peut-être quand même tirer à la même corde. Donc, trois fondateurs, ça me paraît un élément, je répète, non pas garanti de succès, mais en tout cas, surtout si ces fondateurs ont des profils qui se complètent, ça peut être un élément important. Et pour moi, je l'ai pas mentionné dans les clés avant, les trois axes clés, mais l'exécution. Ça veut dire que quelqu'un qui se focalise trop sur le paraître, sur faire des jolis slides, etc., c'est pas ça qui est important. C'est d'avoir un bon produit, certes, un bon logiciel, mais c'est pouvoir exécuter, c'est pouvoir arriver à vendre, c'est pouvoir arriver à entrer d'autres marchés. Et cette exécution, elle est pour moi essentielle dans un succès d'une jeune pousse, d'une startup. Et pour vous, en tant que business angels, si vous investissez dans une seule startup, à mon avis, ça ne suffit pas parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas avoir une vue d'ensemble les raisons d'un succès ou d'un échec. Dans l'idéal, il faudrait investir dans quelques sociétés, dans plusieurs sociétés, peut-être pas toutes dans le même domaine non plus, c'est une question de diversification, mais pour moi, ce qui est très important, c'est que quand vous avez investi, imaginons dans 6 sociétés, après une année ou deux, vous allez voir lesquelles reviennent sur le marché, faire une deuxième levée de fonds. Il y en a peut-être une qui aura fait faillite. Et puis, il faudrait essayer à ce moment-là d'avoir encore un petit peu d'argent pour réinvestir dans un deuxième tour de financement. Ce que j'ai mis ici, c'est avoir du cash pour investir dans les sociétés à succès. Ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire que
si une société relève ou arrive à relever de l'argent après 12 mois, après 18 mois, après 2 ans, ça veut dire que le marché apprécie ce qu'elle est en train de faire. Et mon conseil, c'est de effectivement essayer de réinvestir dans ce genre de société au prorata. Au prorata, ça veut dire si vous aviez 2% ou 3% de la société lors du premier tour et que la société fait un deuxième tour de financement, ben, il faudrait pouvoir remettre au pot pour garder ces 2 ou 3% que vous aviez auparavant. Facile à dire, plus difficile à faire, puisque les sociétés à succès, ben, par définition, elles auront bien marché, le prochain tour de financement sera plus cher. Ça veut dire que l'action aura pris de la valeur. Et pour garder 2 à 3% du montant de départ, peut-être que vous serez forcé de mettre une fois et demie, 2 fois, 3 fois le montant que vous aviez mis au départ. Et je répète, plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il faudrait pouvoir garder suffisamment d'argent pour, imaginez que vous ayez mis 10 000 francs, 10 000 euros dans une société, il faudrait avoir 20 000 euros, 30 000 euros peut-être de côté pour un tour subséquent. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Donc, ayez en tête que la poudre, la dry powder, la poudre sèche qu'il faut avoir, c'est-à-dire le montant que vous devriez pouvoir remettre pour continuer à participer à des sociétés à succès, est important. Donc ça, je répète, c'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire en réalité. À quoi faire attention avant d'investir? Là, je mentionne des points qui me paraissent très importants, mais qui sont évidemment pas exhaustifs. Mais pour moi, à part un ou deux cas vraiment au milieu du corona, où il était impossible de voyager dans certaines régions du globe sans faire des quarantaines à répétition, j'ai toujours investi dans une société après avoir vu les fondateurs. Quand je dis vu, c'est pas par Zoom, c'est vraiment les avoir vus, avoir discuté avec eux, avoir partagé un café ou un repas avec eux. Et ça me paraît pour moi essentiel. Plus important que les chiffres, plus important qu'un tableur Excel, c'est vraiment de sentir, si vous me passez l'expression, la personne que vous avez ou les fondateurs que vous avez en face de vous. Très important parce que vous pouvez, après, vous pouvez toujours être trompé par les gens, mais quand même, si vous avez une certaine expérience de la vie, vous pouvez déceler des gens qui vous racontent des bobards. Alors, encore une fois, ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, de les voir et de les rencontrer, pour moi, c'est très important. Rencontrer les employés aussi, voir comment, tout bêtement, les fondateurs présentent leurs collaborateurs. Est-ce qu'ils les considèrent comme des gens importants dans la société ou est-ce qu'ils les traitent comme de la misère? Et ça, pour moi, c'est aussi important. C'est-à-dire l'ego, j'en parlais juste avant avec un fondateur, mais vous pouvez aussi avoir un des cofondateurs qui a un ego surdimensionné. Et ça ne me plaît pas non plus. Donc, j'aime bien voir aussi comment est-ce qu'on est présenté aux collaborateurs, aux collègues, et comment ça se fait. Donc, pour moi, c'est très important. Et puis, quand vous avez une société, par exemple, technologique ou industrielle, j'aime bien aller voir les labos, j'aime bien aller voir ce qui se passe. Il y a très longtemps, j'ai fait une formation d'ingénieur, donc je comprends un tout petit peu comment ça marche, la technologie, mais c'était il y a longtemps, donc ça a évolué depuis. Mais voilà, aller visiter des labos, aller visiter ou comprendre comment le logiciel marche, ça me paraît très important. Et puis là, on vient au gain finalement, investir avec d'autres. Dans le Business Angel Switzerland, le club où Caroline et moi on est membres, Isabelle aussi, euh, le- le- on investit à plusieurs, c'est-à-dire on fait une due diligence, on est 3, 4, 5, et puis on se confronte nos idées, nos soucis, nos questions, et on investit à 3, 4, 5. Et ça, c'est pour moi très, très important aussi, parce qu'on est toujours plus malin à plusieurs cerveaux que tout seul. Et dans la plupart des cas, j'investis avec d'autres. C'est-à-dire, c'est très, très rare où, en fait, j'étais le seul investisseur. Et d'ailleurs, ça n'existe pas un round, un tour d'investissement où il n'y a qu'un seul investisseur. C'est extrêmement, extrêmement rare. Un point aussi qui est
peut-être utile de rappeler, c'est oser dire non. Ça veut dire que vous pouvez avoir plein d'idées, vous pouvez vous dire, ah ouais, ça c'est super sympa, ça me paraît bien, etc. Mais il faut gratter, il ne faut pas hésiter à vraiment essayer de vérifier si l'idée, si le produit, si la société va produire quelque chose d'intéressant et ne pas hésiter à laisser tomber. Même s'il y a des gens qui vont vous envoyer plein d'emails, qui vont vous dire, ouais, mais vraiment, c'est la dernière opportunité pour investir, il faut vous dépêcher, le tour va se terminer dans 10 minutes. J'exagère à peine, mais ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui me harcelait pour investir et ça, je déteste. Alors, je dois dire que je suis intéressé à ta société, très bien, laisse-moi du temps, je vais y réfléchir et à un moment donné, je donne une réponse. Par contre, tenez vos engagements, c'est-à-dire si vous dites j'ai besoin de 10 jours pour réfléchir, ne donnez pas votre réponse après 20 jours. Le fondateur a d'autres choses à faire que d'attendre votre réponse et c'est très stressant de chercher de l'argent. Donc, essayez de tenir vos engagements et de lui répondre, que ce soit oui ou non, mais tenez ce que vous dites ou ce que vous promettez. Je l'ai déjà dit avant, l'équipe est importante, donc c'est pas la présentation c'est pas le paquet qui m'intéresse, moi c'est ce qu'il y a dans le paquet et c'est l'équipe encore une fois qui est essentielle. Et puis dans des temps difficiles, le but c'est pas de faire le marchand de tapis, mais de dire, bah, écoutez, le prix d'entrée me paraît trop élevé. Je donne un exemple tout récent, une société à Singapour qui m'intéresse, c'est dans la surveillance via des caméras pour la surveillance et la sécurité. Ils avaient un prix d'entrée, c'était à 7 millions de dollars, qui était la valorisation de leur tour. Et c'était une valorisation de mars 2022. Et j'ai dit, je suis désolé, les temps ont changé, la valorisation n'est plus la même. On a négocié un petit peu et on a réussi à descendre le prix d'entrée à 5 millions. Alors, le but, c'est pas non plus de pressuriser les fondateurs, hein, mais c'est de dire, bah, écoutez, il y a des réalités de marché qui sont celles-ci, et en l'occurrence, n'hésitez pas à négocier le prix. À quoi sert un business angel? Et ça, je crois que c'est aussi important de répondre à cette question. NP, mais tout business angel qui se respecte n'est pas juste un investisseur. Vous n'êtes pas là juste pour mettre 10 000, 20 000, 50 000 euros dans une société, mais aussi pour être là pour aider. La plupart d'entre nous, quand on est business angel, c'est qu'on est des gens qui avons déjà une carrière, ou en tout cas qui sommes des chefs d'entreprise ou qui avons connu, bah, je ne sais pas moi, être cadre dans une boîte, quelques cheveux gris, mais il ne me reste plus beaucoup, mais il commence à grisonner. Et en l'occurrence, on a une certaine expérience et cette expérience peut être transmise. Souvent, un fondateur est plus jeune que vous, pas forcément, mais souvent c'est le cas. Et vous pouvez être là comme des mentors pour ces sociétés. Vous pouvez les aider sur demande, hein. Il y en a qui ne veulent pas. OK, très bien, il faut respecter leurs décisions. Mais certains, par exemple, sont pas terribles en finance. Eh bien, vous pouvez les aider si telle est votre force ou une de vos qualités. Aider la jeune pousse à ouvrir des portes. Peut-être que dans le secteur, vous connaissez des gens qui pourraient les aider à obtenir des contrats. Peut-être que j'ai entendu il y avait un des participants qui habitait en France. Bah, peut-être que pour cette société guinéenne, la France pourrait être un marché intéressant et peut-être cette personne peut aider la société, ouvrir des portes pour le marché français. Pourquoi pas si votre investissement est important? Évidemment que si vous avez 0,01% de la boîte, ça va être compliqué d'être membre du conseil d'administration. Mais pourquoi pas demander un siège? Souvent, les startups sont contentes, en tout cas au début, c'est-à-dire pour les premiers tours, d'avoir des personnes expérimentées, je répète, par exemple dans le domaine de la finance ou qui ont une compétence industrielle pointue si c'est une société industrielle sont intéressés d'avoir un des investisseurs ou un représentant des investisseurs dans le conseil. Quand on est un groupe d'investisseurs comme Gain ou Bass, bah, on investit à plusieurs. On peut entre nous avoir peut-être 10% de la société, 5%, 8%, j'en sais rien. Et avec ça, on a pratiquement automatiquement un siège
en tout cas comme observateur ou au conseil d'administration. Euh, j'ai déjà vu des sociétés qui ne créaient pas de conseil d'administration lors du premier tour, au tour seed, mais qui le faisaient à la série A. Pour moi, c'est très important d'avoir une gouvernance. Et aussi, c'est un point que je n'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure quand j'ai parlé de l'équipe, d'avoir une gouvernance de professionnels. Ça veut dire d'avoir un conseil d'administration indépendant, ou en tout cas en partie indépendant, est très important. Je pense que ce n'est pas non plus Isabelle qui va me contredire à ce sujet-là. La gouvernance d'entreprise devient de plus en plus importante. Vous pourrez me dire, oui, mais c'est une start-up, c'est pas important, etc. Au contraire, si la start-up adopte tôt des règles de gouvernance claires, de transparence, de reporting vis-à-vis des actionnaires et de tous les membres de la société, je pense que c'est un signe aussi de succès pour le futur. Et je répète, un conseil d'administration est essentiel pour la marche d'une entreprise. C'est évidemment au niveau légal aussi une exigence à partir d'un certain moment, mais des fois, les fondateurs se disent, ah, si j'ai quelqu'un qui va me surveiller, c'est pas bien, etc. Au contraire, ils devraient accepter cette surveillance qui n'est pas une surveillance finalement. Un conseil d'administration n'est pas là pour embêter les fondateurs, mais pour les aider et éventuellement, s'il y a des problèmes, essayer de remettre l'entreprise dans les bons rails. Et peut-être un point final, si vous me permettez, c'est en tout cas pour moi, investir dans une société, c'est pas juste effectivement me dire je vais investir dans le futur Google, mais c'est surtout de se dire, bon, qu'est-ce que la société fait? Quel est mon challenge intellectuel? Est-ce que je peux les aider? Est-ce que mon expertise dans le domaine A, B ou C peut être utile à l'entreprise? Et c'est pour moi quelque chose qui est un moteur, c'est d'essayer ouais, de faire fonctionner mon cerveau et de faire fonctionner votre cerveau. Je pense que c'est aussi quelque chose qui devrait être un moteur dans l'investissement dans les jeunes pousses, dans les startups. Voilà, donc avec ça, j'ai terminé ma présentation. J'espère que je ne vous ai pas assommé.